qu'est-ce qu'on entend par l'EPM? Généralement, là, on appelait ça élaboration budgétaire, mais on entend aussi beaucoup parler chez les clients d'EPM. L'EPM, à quoi ça correspond? C'est ce qu'on appelle entreprise performance management ou pilotage de la performance ou encore gestion de performance de l'entreprise. À quoi ça sert? Ça sert notamment aux directions financières, mais pas que, à savoir où est-ce qu'on est, donc en termes de reporting à date, où on va, en se basant notamment sur des plans stratégiques, des plans à moyen long terme, et comment est-ce qu'on y va grâce à notamment l'élaboration des budgets N+1 ou des prévisions ou reprévisions. On entend souvent parler chez les clients de forecast, reforecast, prévision, reprévision. Donc l'EPM, voilà, ça désigne les méthodes pour faire ces budgets, les indicateurs, notamment financiers, mais pas que, les processus pour établir les budgets et les systèmes qu'on utilise pour piloter, mesurer et comprendre la performance de l'entreprise. L'objectif de ces outils, c'est de mettre en évidence toutes les mesures opérationnelles. On va avoir des mesures RH, de production, commerce, qu'on va essayer de regrouper pour les mettre en cohérence avec la stratégie d'entreprise et les lier aussi au plan de l'entreprise et bien entendu faire apparaître aussi les répercussions, par exemple sur le résultat d'exploitation. Si on vend plus de produits, du coup, on a potentiellement plus de coûts, donc ça va impacter aussi notre résultat d'exploitation. Donc les outils EPM, ça englobe du reporting, mais pas que, ça englobe aussi de la planification, de la budgétisation, donc pour faire des budgets financiers ou de la prévision. Des prévisions qui peuvent être forecast, reforecast ou ce qu'on appelle aussi des prévisions glissantes ou rolling forecast. Parfois, on appelle aussi ces outils CPM ou FPM, donc Corporate Performance Management. Ces outils-là sont plus axés finance, pure finance, alors que EPM, ça va s'élargir pas uniquement aux directions financières, mais on va s'adresser aux directions commerciales, aux directions RH pour également procéder à l'élaboration de data. Quelques signes qui peuvent nécessiter la mise en place d'un outil EPM, ça va être quoi? Ça va être souvent des réconciliations de chiffres sous Excel qui peuvent être assez conséquentes, sans réelle valeur ajoutée pour les contrôleurs de gestion. Il y a une difficulté souvent de maintenance pour la gestion des changements, un manque de flexibilité. Voilà, on connaît Excel. Voilà, dans des outils, on peut faire mieux. Il y a des limites aussi dans l'exploration de données. Par exemple, souvent en finance, un contrôleur de gestion, il va vouloir en clôture voir son résultat, mais il va aussi vouloir comprendre comment son résultat est fait, donc aller driller parfois jusqu'à l'écriture comptable. Des analyses financières parfois qui n'éclairent guère les prises de décision, c'est-à-dire que voilà, les contrôleurs produisent des analyses financières, mais sans réellement ressortir les indicateurs pertinents. Souvent, voilà, il y a des dizaines de fichiers Excel à maintenir et à maîtriser, notamment pour le budget. Voilà, on connaît les contrôleurs de gestion qui ont X versions de budget à faire. On parle aussi de référentiels de données. Ces outils EPM permettent aussi d'harmoniser certains référentiels, de mettre en place aussi des règles complexes entre les données, notamment par exemple sur des règles d'interco qui peuvent être nécessaires à faire pour le budget. Et donc les signaux aussi, c'est bien entendu des temps importants dédiés à la collecte, au contrôle et à la consolidation des données. Et tout ça, voilà, ça provoque aussi des processus fastidieux et chronophages qui sont souvent déconnectés les uns des autres. Ça veut dire que le département RH va faire son budget dans des fichiers, le département commercial et budget dans son fichier, et le contrôleur va consolider tout ça au travers de X autres fichiers. Donc ça, voilà, c'est quelques signes qui peuvent mettre en évidence voilà, des besoins de mettre en place un outil EPM au sein de nos clients. Donc, comme je disais au début, l'EPM, ça permet d'aller de la planification stratégique à la planification opérationnelle. Qu'est-ce qu'on entend par planification stratégique? C'est tout ce qui va être plan prévision à long terme, définition d'objectifs top au niveau direction ou planification d'urgence. Voilà, ça a pu se passer. Il y a eu certains scénarios de PM qui ont été demandés, notamment dans les crises Covid, voilà, pour simuler rapidement une baisse d'activité, une reprise d'activité. Une fois qu'on a fait ce plan stratégique, on va descendre un peu plus fin à la planification et l'analyse financière d'entreprise. Donc là, c'est principalement les contrôleurs de gestion qui vont utiliser et la direction financière pour analyser la clôture, passer certaines fois des ajustements financiers, extra-financiers et faire leur budget, consolider des différentes entités et faire la reprévision. Par reprévision, en disant, voilà, j'ai mes 3 mois de réel, je veux calculer mon atterrissage pour fin d'année, donc on va faire un forecast 3+9 ou un forecast 6+6. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la planification analyse financière d'entreprise. Donc assez finance. Et après, on va avoir la planification plutôt opérationnelle, où là, en fonction de mes ventes, je vais aussi planifier mes achats
Mais par exemple, si je dois produire plus de produits, je vais aussi devoir avoir besoin peut-être de plus de personnes. Bon, là, on arrive au niveau plus fin. L'idée de mettre en place un outil EPM, c'est par bloc, on va pas forcément mettre les trois d'un coup, ou d'avoir démarré par éventuellement un lot financier, après descendre à un lot RH, un lot production, et après un lot plan à long terme, prévision à long terme si besoin. Quelques usages métiers d'une solution EPM, j'en ai parlé un petit peu avant. Côté contrôle de gestion, voilà, ça va vraiment être comment je construis mon budget, quelles sont les différentes étapes de mon budget et comment je peux mettre ça aussi au sein d'un workflow qui peut être intégré et conditionné en fonction des différentes étapes. Un workflow, ça va être par exemple, je vais demander d'abord à mon responsable commercial de saisir son chiffre d'affaires cible. Sur la base de ça, les achats vont aussi prévoir leur budget. Et une fois en fait que par exemple le commerce et les achats ont fait leur budget, moi je vais pouvoir consolider le haut de mon compte de résultat au niveau contrôle de gestion. Et navette budgétaire, ça va être pour gérer aussi les allers-retours avec des valideurs et des réviseurs. Planification tragique, c'est tout ce qui est plan à moyen terme ou plan stratégique. Suivi budgétaire, ça va être tout ce qui est suivi mensuel. Donc voilà, on sait que tous les mois, on va comparer le réel par rapport au budget, le réel par rapport au forecast ou au reforecast en fonction des entités. Et analyser la rentabilité, c'est-à-dire rentabilité par produit, par région, par projet ou par entité. Côté direction financière, voilà, on prend un peu plus de hauteur. Ça va être plus un pilotage stratégique sur les tableaux de bord. On verra, voilà, donc ces outils qu'on a aussi une capacité de produire du reporting et des tableaux de bord. On va aussi, côté direction financière, pouvoir voir en fait division like for like. Like for like, ça va être je veux comparer mon périmètre à un instant T versus le périmètre que j'avais à un instant T-1 ou lors d'un budget à un instant T+1. On va aussi accélérer la clôture financière parce que souvent, des fois, dans des organisations, s'ils sont pas outillés, ils extraient leurs données de leur outil comptable sous fichier plat, ils le reformatent pour construire un PNL. Donc là, grâce à ces outils-là, on va pouvoir construire un PNL ou compte de résultats analytiques plus facilement. Passer certaines fois aussi des ajustements extra-comptables. Ça va être par exemple, si je sais que toutes mes écritures ne seront pas passées en comptabilité, je peux passer les ajustements extra-comptables dans l'outil EPM en attendant que la comptabilité ait saisi ces données financières. Les investissements, c'est tout ce qui est pilotage des CAPEX, avec là aussi suivi du réel par rapport au budget, suivi des refacturations internes. Donc là, voilà, il y a souvent des transactions intercompagnies qui sont faites. On peut suivre ces transactions et éliminer quand on souhaite consolider les données. Et enfin, simulation de la trésorerie. Donc là, ça va être notamment pour les prévisions de cash au sein d'entreprise. Et sur les autres départements, comme je disais, sur les solutions EPM ne sont pas uniquement destinées au contrôle de la gestion et la direction financière, mais on peut aussi l'utiliser au sein des départements RH pour faire une simulation de la masse salariale avec l'augmentation des salaires en fait de chacun des employés ou un niveau plus haut. Côté offre commerciale, ça va être pouvoir établir un budget par client, une marge par client et analyser du coup les régions les unes avec les autres au niveau budgétaire, mais également au niveau réel, si je le souhaite. Piloter le portefeuille de projets sur des projets, par exemple, IT. Et sur des programmes, ça va être suivre aussi l'avancement des programmes, l'engagement des programmes. Notamment, moi, je l'ai fait sur des promoteurs immobiliers où, en fait, il y avait tout ce qui était suivi, pas suivi du chantier, mais suivi, voilà, de l'avancement de chiffre d'affaires des programmes immobiliers et de l'avancement aussi des dépenses pour les projets immobiliers. On peut aller assez loin dans la modélisation de simulation budgétaire. Quelles sont les fonctionnalités clés d'une solution EPM? En un, voilà, souvent, on arrive dans un projet EPM avec un besoin de planification et de budgétisation. Donc, ça permet de planifier et de faire l'élaboration budgétaire. Grâce à quoi? Parce qu'on centralise les données au sein d'un modèle commun et partagé avec différents départements. Et sur la base de ça, donc ça va être, quand on centralise les données, ça va être des données réelles, mais aussi de centraliser des données budgétaires. Donc, au lieu de consolider 10 fichiers Excel, tout ça, ça va être au sein d'une base, au sein d'un modèle de données avec des dimensions ou axes d'analyse et dans un modèle aussi qui va être collaboratif. C'est-à-dire que dans les outils, maintenant, on va partager le modèle et on va aussi pouvoir, au sein de l'outil, avoir une fonctionnalité de chat ou de commentaires pour commenter les données et historiser ces commentaires. Ça, c'est pour tout ce qui est planification, budgétisation. Ensuite, sur la base de ce budget, derrière, voilà, on va faire des prévisions du forecast. Les prévisions du forecast, ça veut dire, OK, fais-moi un forecast. J'ai mes 3 mois de réel qui ont été faits. Donc, je veux que tu te bases sur mes 3 mois de réel que j'ai faits et on reprojette, en fait, la fin de l'année en copiant finalement les données budgétaires et en appliquant, par exemple, X% en plus ou en moins sur mon budget que j'avais prévu.
Comme ça, dans mon même système, j'ai mon réel à date, j'ai mon budget que j'avais prévu et j'ai aussi mon forecast que je révise. Enfin, je révise voilà, mon atterrissage de fin d'année. Et ça, en fonction des organisations, voilà, il peut y avoir soit une reprévision, soit deux reprévisions, soit ce qu'on appelle aussi les prévisions ou le rolling forecast. Ça va être des prévisions tous les mois. Du coup, on va reprévoir en fait la fin d'année en fonction des besoins. La troisième fonctionnalité, c'est reporting et tableau de bord. Donc, on verra, un outil EPM, c'est pas un outil BI, mais il y a des capacités au sein de cet outil de restituer de l'information sous différents formats d'analyse. Un format tabulaire, tableau, voilà, notamment pour le compte de résultats, sous un format KPI et sous un format graphique, avec aussi des interactions entre les graphiques si besoin. Et au sein de cet outil, voilà, on va combiner les données réelles et les données budgétaires. Et enfin, voilà, la consolidation et la clôture financière. Donc, ça facilite le process de clôture parce qu'on va se connecter directement aux sources de données. On va consolider aussi les états financiers. On va intégrer aussi des fonctionnalités de conversion de devises, c'est-à-dire qu'on intègre les données réelles et on va les convertir à un taux qui est maintenu aussi dans la solution. En termes de gains, qu'est-ce qu'on note comme gain par rapport à la mise en place de ces outils? Ça va être un gain de temps, notamment sur l'intégration et la collecte des données, parce qu'on va pouvoir se connecter à différents systèmes sources, comptables ou paye, ou voire même fichiers plats. On va centraliser les données et les fiabiliser. Donc ça sécurise aussi un process budgétaire. Ça veut dire que il n'y a plus de risque de crash en fait lors d'un process d'état budgétaire. On sait que quand les contrôleurs de gestion font leur budget, ils sont tous un peu stressés de retrouver leurs données dans leur chiffre. Donc ça les sécurise. Il y a des capacités de simulation en temps réel à des granularités différentes. C'est-à-dire qu'avec ces solutions-là, on va pouvoir simuler une augmentation de X% en plus de chiffre d'affaires et ça va nous le répercuter sur tous les enfants, toutes les entités ou sur certains produits. Donc, il y a vraiment des capacités à les simuler. Voilà, ça s'appelle de la désagrégation de données. On va pouvoir faire du versionning et historiser des versions publiques ou des versions privées de budget. On va faire X versions en fonction de ce qu'on souhaite. Automatiser les reporting et la collaboration au sein du même outil. Donc, ça va être des reporting qui vont être mis automatiquement. Une fois que j'ai saisi mon budget dans mon modèle, dans mon cube, il va être directement disponible sur les analyses de réel versus budget. Et enfin, voilà, on simplifie aussi la modélisation et la maintenance des modèles et on a une approche voilà, multidimensionnelle avec différentes dimensions qu'on va pouvoir croiser les unes avec les autres pour produire les reportings ou saisir l'information. Parce que ce qui est important dans ce UVM, c'est que en effet, je peux faire du reporting, mais surtout, je peux faire de la saisie. Ici, c'était une petite pour montrer en fait que les outils BI, les outils EPM, voilà, c'est aussi des outils complémentaires. C'est pas l'un ou l'autre. Un outil BI va très bien pouvoir se connecter à différentes bases, va très bien pouvoir restituer l'information, naviguer au sein des données sur le web ou via Nadine, comparer des scénarios réels versus budget. Mais un outil EPM peut aussi le faire grâce à des connecteurs. Certains outils ont des connecteurs natifs, d'autres non, mais on va pouvoir importer un outil BI. On sait très bien qu'il y a une visualisation assez riche et interactive au niveau des objets. Dans les outils EPM, il y a une variété de graphes et de tableaux de bord un peu moins importante, même si maintenant, voilà, on arrive à des choses assez similaires en termes de reporting. Sur la diffusion de rapports et sur la couverture large des besoins de reporting au sein des métiers, voilà, on va plutôt privilégier un outil BI qu'un outil EPM. Par contre, quand on arrive dans une logique métier plutôt orientée finance, PNL, bilan, tableau de flux qui intègre la conversion de devises, des éliminations interco, du retraitement extra-comptable et des règles de conciliation un peu complexes, on va plutôt privilégier un outil EPM. Comme par exemple la capacité de saisie et de restitution au sein d'un même état. Voilà, pour la saisie, c'est mieux, on privilégiera aussi un outil EPM plutôt que Power BI, parce que Power BI, on peut pas faire de la saisie, on pourrait faire de la saisie en créant un formulaire, en faisant un lien qui va recharger dans une base, mais c'est pas forcément fait pour ça initialement. Intégrer des règles de gestion et des calculs complexes, voilà, avec des règles de simulation, d'allocation des données financières ou non financières. Voilà, plutôt un outil EPM. Évolution aussi des périmètres. Je parlais tout à l'heure du like for like. Voilà, c'est souvent des analyses qui sont demandées au sein des contrôles de gestion. Pareil, voilà, on va plus privilégier un outil EPM. Capacité de blocage et d'historisation des données. Dans un outil EPM, une fois qu'on a saisi le budget, voilà, on peut bloquer les données. Elles ne sont plus saisissables par l'utilisateur. Donc, on va s'orienter vers cet outil-là. Et enfin, un workflow intégré dans les processus financiers avec des contrôles d'accès. Là, voilà, comme on parle de workflow, quand on parle de saisie, on est plus sur un outil EPM qu'un outil BI. Maintenant, dans les outils EPM, voilà, si on veut aller plus loin, il peut y avoir des connecteurs avec Qlik, avec Power BI ou avec d'autres outils BI du marché. C'est-à-dire qu'on se concentre uniquement sur la partie financière dans l'outil EPM
Et après, on exporte les données, on se connecte directement à un Power BI ou un Click. Donc là, c'est une slide qui résume un peu ce que j'ai dit. C'est en gros, voilà, on a à gauche, on va avoir des enjeux. C'est quoi? C'est multiplication de fichiers Excel, c'est beaucoup de temps passé à l'administration des fichiers, peu de temps passé à l'analyse, beaucoup de risques d'erreur. Quand on met en place un outil EPM, voilà, c'est une solution unifiée, facile d'utilisation. On va pouvoir créer des scénarios, intégrer des logiques métiers, un outil collaboratif avec une partie processus. Et ça permet de quoi? Ça permet d'être plus efficace, plus agile dans les analyses. On va mieux répartir aussi l'analyse versus l'administration au sein du contrôle de gestion et être plus précis aussi sur les simulations et sur l'analyse de données. Et de plus en plus, les clients qui utilisent un EPM vont concentrer la totalité du travail au niveau du contrôle de gestion et seulement de temps en temps, l'IT ou l'informatique sera appelé pour des tâches spécifiques d'administration, de droit ou de backup, mais toute la partie administration déjà sera intégralement gérée par le contrôle de gestion. Et ensuite, comme il y aura une automatisation de tous les processus et des délégations, des contrôles, des responsabilités, des calculs, bah, effectivement, on n'aura plus besoin d'administrer autant qu'auparavant. Et en termes d'architecture, voilà, schématiquement d'un outil EPM. Donc sur la gauche, voilà, on trouve toujours nos sources de données. On va avoir dans certains outils des capacités d'ETL intégrées, voilà, de transformation de la donnée pour l'harmoniser. Sur la base en fait de cette ETL, on va intégrer soit les données directement dans des modèles métiers ou des cubes multidimensionnels. On peut aussi stocker ces données dans des tables détaillées de drill through. Ça va permettre, si j'ai un modèle métier finance, de compte de résultat de PNL, d'aller dans le détail de l'écriture comptable, sans aller forcément directement dans la source de données, même si ça peut être possible. Mais voilà. Donc là, c'est la partie collecte, intégration, organisation, et tout ça, c'est sécurisé avec des droits utilisateurs au sein de l'application. Ensuite, on a une étape de saisie et de workflow, et c'est là, voilà, dans la saisie, soit une saisie web, soit une saisie Excel, toujours sécurisé. Maintenant, tous les outils EPM intègrent un add-in Excel connecté au modèle. Ça veut dire que je peux saisir soit sur le web, soit sur Excel, ça envoie ma donnée dans le modèle. Donc là, je bénéficie de masques de saisie, je peux charger les fichiers et j'ai des capacités de simulation et de calcul avancé au sein de mes masques. Et enfin, j'ai la partie restitution où là, voilà, on va avoir une restitution tabulaire, graphique, de différents états financiers, consolidés ou détaillés. Et je peux aussi faire moi, mes analyses ad hoc. C'est-à-dire que je mets aussi à disposition mon modèle pour que l'utilisateur fasse ses propres analyses ad hoc sur le web ou sur Excel. Voilà, donc ça, c'est l'architecture. Et dans tous les outils EPM, on va à peu près, retrouver la même architecture. C'est-à-dire, j'ai des modèles, j'ai une capacité de saisie, j'ai une capacité de restitution. Ici, c'est un petit exemple, et c'est extrait du dernier Gartner, qui est aussi présent sur la partie BI et sur d'autres outils, qui reprend un peu les outils EPM. Ce qu'on voit un peu dans les tendances majeures, c'est qu'il y a une tendance SaaS assez forte, donc cloud, au détriment des solutions on-premise historiques, par exemple BPC, SBase ou TM1. Il y a une intégration plus forte des capacités d'IA générative. On parle beaucoup de GenAI, machine learning et d'analyse avancée. Donc ça intègre aussi sur la base des données qui sont dans les modèles, d'automatisation d'analyse, de capacité de prévision, de facilitation d'accès à la donnée. Il y a des programmes qui permettent de détecter plus facilement les erreurs qui sont intégrées et surtout de générer automatiquement des rapports d'analyse en fonction des données que j'ai. C'est-à-dire que je peux avoir un graphique global qui me dit ça me donne la tendance en fait de mes top 5 clients et à côté une analyse détaillée, voilà, pourquoi j'ai tel client du coup et j'ai eu plus de chiffre d'affaires parce que j'ai voulu tel produit en plus. Il y a une amélioration de l'intégration et de la connectivité au système source financier ou non, et connexion aussi avec les outils BI du marché, par exemple Power BI. Une capacité de planification étendue, on parle de XFP&A, donc ça c'est planification étendue aux autres métiers, aux achats, aux ventes, à la production, et surtout une amélioration aussi de l'expérience utilisateur et un renforcement des capacités de collaboration. Voilà, c'est vraiment outil à la main de l'utilisateur et plus à la main de l'IT. Donc on voit dans les leaders, si je prends, donc il y a historiquement Oracle qui a une forte base installée, Anaplan aussi, plutôt orienté gros compte et gros volume de données. OneStream, c'est plutôt orienté conso, Workday ou aussi SAP, Walters
VMware, c'est Tagetic. Et on trouve aussi Board, Jedox, IBM, qui est en Challenger, je crois, sur la partie en haut à gauche, donc avec TM1 et Plain Analytics. Vena, c'est un outil canadien. Sur SAP, voilà, il y a SAP, il y a BPC et SAP Analytics Cloud, là, qui intègre cette fonctionnalité de planning. Il y a un nouvel entrant là, que vous avez sans doute entendu parler qui s'appelle Pigment. On voit de plus en plus apparaître. Pigment, c'est une société française qui a levé pas mal de fonds ces derniers temps, pas mal de buzz au niveau marketing. Ça s'adresse quand même beaucoup aux gros comptes. SMB, Planful, c'est américain. Dans ceux qui sont en bas à gauche, on les voit un peu moins. Insight Software. Et donc, comment nous, Next, on accompagne les clients dans une partie cadrage, cadrage fonctionnel, revue d'organisation, des indicateurs, des tableaux de bord, refonte des cycles de gestion. Une partie quelque chose, ça va être redéfinir un peu un cahier des charges avec le client, recenser les besoins, réaliser une matrice de comparaison, quelquefois faire des scénarios aussi de POC ou de POV, préconiser l'architecture et aider aussi à la contractualisation avec l'éditeur. Et après, sur la mise en œuvre, voilà, des étapes de conception fonctionnelle, d'installation et de paramétrage, de formation et conduite du changement, et après support et maintenance sur la solution. Les phases clés du projet, voilà, analyse et conception, réalisation, formation, suivi projet, c'est des phases assez classiques d'un projet d'implémentation. Voilà, ce qui est important, c'est que dans la phase d'analyse et de conception, c'est vraiment d'avoir la vision globale, même si on dit qu'on va faire plusieurs lots, c'est important de connaître les interactions entre les différents métiers. Sur les partenariats éditeurs, donc partenariat historique, bien entendu, c'est IBM avec sa solution TM1, qu'on appelle maintenant Plain Analytics, qui permet de piloter différentes performances d'entreprise, donc finance, RH, sales, donc c'est assez modulaire et ça permet de traiter aussi des forts volumes de données. Et il y a un module ESG qui est disponible, qui s'appelle Intito, qui est basé sur le moteur planning. Ensuite, il y a eu des échanges avec Lucanet aussi, qui est un éditeur plutôt orienté FPM, donc plutôt finance. Donc là, on va vraiment s'adresser aux directions financières, au contrôle de gestion, plutôt dédié clôture, consolidation financière, tout ce qui est taxes aussi, cash. Il y a un module ESG. Et là, ils ont racheté aussi une solution qui permet de faire de la planification opérationnelle. Board, éditeur EPM, voilà, qui a aussi une vingtaine d'années, qui a une forte composante BI. Pareil, voilà, on peut intégrer la finance, les RH et les sales. Donc, c'est vraiment assez modulaire. Ils mettent en place aussi un préconfiguré conso et ESG qui sont disponibles sur une marketplace. Pourquoi préconfiguré conso? Parce que il y a beaucoup d'entreprises en France qui ont Magnitude et BFC. Et en fait, il y a une fin de maintenance qui est annoncée par SAP. Donc, il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont positionnés sur cette partie. Donc, Board s'est positionné. Gdocs se positionne un petit peu. Gdocs, outil EPM aussi, c'est un peu sur la même mouture que TM1. C'est un peu le même principe. Ce qui est intéressant dans Gdocs, il y a un ETL qui est assez bien fait pour intégrer du coup les données de différentes sources. Et là, voilà, on fait aussi de la performance d'entreprise, donc de la finance, des RH, des sales. Il y a un préconfiguré ESG. Il y a aussi d'autres verticaux qui sont disponibles sur une marketplace. Il y a une marketplace qui est mise à disposition par l'éditeur. Et ça, c'est des modules préconfigurés d'analyse des ventes, de simulation des ventes, de simulation RH qu'on peut réutiliser et adapter en fonction de notre besoin. Et enfin, SAP, ils avaient un outil historique qui s'appelait BPC, qui est toujours présent dans différentes versions, une version Microsoft ou des versions NetWeaver, basées sur la plateforme BW. Ils ont remplacé depuis quelques temps cet outil par un outil qui s'appelle SAP Analytics Cloud, SAC, qui est une plateforme tout en un qui permet de faire du reporting, du planning et du prédictif. Et en fait, ça, sur SAP, c'est assez puissant, notamment quand on est dans un environnement SAP, puisqu'en fait, on peut se connecter directement en live à notre système, à l'ERP S4HANA ou SuccessFactors ou DataSphere et avoir du reporting live. On apporte des données et là, on peut faire de la simulation dans un environnement purement SAP avec un socle S4HANA sur la partie ERP. C'est assez intéressant parce qu'on bénéficie des vues fonctionnelles directement dans l'ERP. Voilà pour les principaux partenariats. Et juste une petite chose pour Lucanet, on a 2 consultants qui ont passé leur formation et leur certification Lucanet déjà l'an dernier. Après, n'importe quel éditeur ou n'importe quelle solution a des avantages, des inconvénients. Et là, je laisse Philippe vous présenter une petite démo de Plain Analytics pour finir.
Alors, l'idée n'est pas totalement de vous faire une démo de Planning Analytics, puisque cette démo-là, vous l'avez déjà dans la chaîne YouTube de Next Decision. En fait, l'idée, c'est de vous montrer qu'une solution EPM, qu'il s'agisse d'IBM, qu'il s'agisse de GDocs, qu'il s'agisse de n'importe quelle solution d'EPM, va nous permettre de faire du reporting, de l'analyse, du reporting, du dashboarding, exactement comme un outil BI, qu'un EPM va faire moins bien qu'un véritable outil BI, mais que l'EPM va nous permettre d'effectuer des saisies, va nous permettre d'effectuer des simulations, va nous permettre d'effectuer des élaborations, voire même de la prédiction. Alors, juste au niveau de ce qu'il existe déjà, quand on arrive sur l'application, eh ben, on a un certain nombre de tuiles, de pavés, de différentes applications. Une application RSE, une application de tableau de bord, une application de cycle budgétaire. Je vais juste parcourir deux, trois petites choses pour vous montrer que la richesse peut être simple. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des mini démos qui sont faites au niveau RSE, Scope 1, Scope 2, Scope 3 par IBM. Forcément, comme c'est une mini démo faite par IBM, eh ben, c'est plus de la CSRD européenne, mais c'est un Spoons anglo-saxon, où on peut voir qu'en termes de richesse d'images, de représentation, de liens, de restitution, on va pouvoir émuler un petit peu ce que l'on retrouve sur certains outils de DataVis, donc plus ou moins bien, et on va pouvoir également, sur ces mêmes écrans, saisir des valeurs. Alors, je vais surtout pas me risquer de saisir une valeur, quoique, allez hop, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Et bien, automatiquement, il y a un certain nombre de choses qui changent. Là, c'était juste pour vous mettre en appétit. Je vais le fermer. Du coup, je vais revenir ici. Et puis, je vais faire semblant d'aller sur une élaboration budgétaire. J'appuie sur mon application. Et puis, je vais retrouver un certain nombre d'écrans de saisie. Là, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir tout simplement, en gros, des volumes de vente. Donc, les volumes de vente, j'ai un budget commercial, et puis là, c'est les commerciaux qui vont faire leur prévision de vente. Ils vont faire leur prévision de vente en termes de quantité ou d'unité. Ils savent même pas à combien ils vont le vendre, puisqu'a priori, c'est pas leur service qui s'occupe de la tarification. Eux, ils ont des objectifs pour vendre des quantités. Donc, on va pouvoir choisir directement dans un sélecteur, est-ce que je fais les prévisions pour l'intégralité du groupe ou peut-être que, par exemple, pour Annecy. Est-ce que je fais des prévisions sur tous les segments de données ou uniquement sur certains segments de données? Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, bon, allez, je reviens en arrière, parce que c'est plus propre. Et puis, je vais faire directement mes saisies. Donc, je vais saisir ici pour les modèles de smartphone, machin, etc. Pour janvier, je vais directement saisir 150. Mais au lieu de saisir 150, je vais tout simplement activer une fonctionnalité dite de bac à sable. C'est-à-dire, je me mets dans mon petit brouillon à moi. Voilà, il est en train de charger. Et puis là, je me dis, au lieu de 38, eh ben, je vais mettre, par exemple, 45. Donc, je saisis 45 et je vois automatiquement la propagation, la conséquence de ces 45. Donc, j'ai mon total annuel qui a changé, mon total de phone qui a changé, un certain nombre de choses qui ont changé. Je peux faire comme ça toutes les simulations que je veux faire. Je peux également dire, bon, ben tiens, de janvier à février, mars, avril, mai, juin, etc. Ben, en fait, je vais demander à l'outil de me faire une courbe de progression, straight line, voilà. Et puis je dis, ben, je pars en janvier de 50, voilà, je vais vendre 50 unités. Et puis en décembre, je vais en vendre 150, voilà. Et ben, vas-y, simule-moi la progression régulière pour passer de 50 à 160. J'ai un certain nombre comme ça de possibilités de demander à l'outil de me simuler des tendances, simuler des variations, simuler des accroissements. Je peux même lui dire, ben tiens, mes 1200 dans l'année hold, voilà. Je vais lui dire, ben 1200, le total annuel de 1200, c'est ce qu'il me faut. Par contre, ici, j'en ai pas 50, j'en ai 200. Ben, automatiquement, que va faire l'outil? Eh ben, il va travailler sur tous les mois restants qui sont disponibles pour s'adapter au fait qu'en janvier, je veuille bien 200 et au total de l'année, j'en ai 1200.
Donc, on va pouvoir jouer comme ça sur les quantités et les volumes. Effectivement, chaque fois que je change quelque chose, eh ben, on a en dessous tous les graphiques qui s'actualisent. Et puis, j'ai dit qu'il y avait les commerciaux qui s'occupaient des volumes, que j'ai par exemple, eh ben, les tarificateurs qui, eux, s'occupent des tarifs. Et puis là, je sais pas trop quoi faire. Sauf que je me dis qu'ici, ben, peut-être qu'il faut que je change. Voilà, en janvier, ou alors plutôt en décembre, c'est les fêtes de Noël. Ben, je vais diminuer les prix. Donc, je mets que 50. Voilà, je diminue. Et puis là, je diminue encore les prix en décembre. Voilà. Et puis encore en décembre. Voilà, c'est des Black Friday. Et avec ces informations-là, si je reviens maintenant sur mon analyse et mes simulations, eh bien, mon analyse, je vois que l'intégralité de mon chiffre d'affaires, il va tenir compte des évolutions de quantité, il va tenir compte des évolutions de prix pour recalculer une marge. Et puis, je vais aller encore un petit peu plus loin, histoire de montrer qu'on peut vraiment tout faire avec ce type d'outil. Je vais me remettre en... Allez, tant pis. Hop, je me remets cette fois-ci dans la vraie vie. Voilà. Et puis, je me dis, ben, ma ligne de smartphone, là, en fait, je sais que janvier, février, mars, avril, mai, allez, je vais aller jusqu'à juin, ils sont corrects. Mais je vais quand même leur demander de me faire une prédiction. Et donc, je vais demander l'analyse d'une prédiction. Et la prédiction, je vais lui dire, bon, ben voilà, je sélectionne cette chose-là. Et puis, je dis, ben tiens, je suis à peu près sûr que de janvier à juillet, mes prévisions, elles sont bien bonnes. Et ben, je vais demander à l'outil, de août à décembre, de me proposer une analyse. Et donc, de me proposer, ben voilà, là, j'ai les chiffres que j'avais jusqu'en juillet, et automatiquement, en fonction de toutes les données passées, des variances, des moteurs d'inférence, de je sais pas trop quoi, l'outil va nous proposer effectivement différentes valeurs, justement pour propager toutes les tendances et les courbes qu'il aura analysées. Voilà. J'aurai également la possibilité de dire, ah ben tiens, j'ai correctement renseigné toutes ces valeurs-là. Et ben maintenant, je voudrais ici dire qu'au total, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je voudrais avoir, c'est un autre exemple que j'aime beaucoup, et je dis, bon ben voilà, je veux que mon produit là, de 32 gigabits, et ben je vais prendre comme référence mon produit qui est 16 gigabits, je vais y mettre non pas 723, mais 1400, et les 1400, tu vas me les mettre mois par mois, avec la même que le produit de référence. Et si je fais appliquer, je vais bien trouver, ben voilà, une même saisonnalité. Faites-moi confiance. Ce qui nous permet quoi? Ce qui nous permet de dire, ben j'ai un chiffre d'affaires annuel en prévision de 12 000 euros. Ces 12 000 euros, ben est-ce que c'est intégralement réparti entre janvier et décembre? Ben non, parce qu'en été, je vois rien. Aux périodes de Noël, je fais 40% de mon chiffre d'affaires. Donc, je lui ai dit, bon, ben voilà, mes 12 tu me les répartis au moins le mois, en prenant comme saisonnalité celle de l'an dernier, par exemple, ou celle de tel produit ou de tel pays de l'an dernier. Il y a une foultitude de richesses en termes d'aide à la saisie. Et une fois que j'ai effectué ma saisie, c'est-à-dire que eh ben, les commerciaux ont fait leurs ventes, que les tracers ont fait leurs évolutions de prix, je peux même avoir des variations de change, et c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer en variation de change? Ben, imaginons que j'achète des marchandises à des Américains et puis que je les vende à des Chinois, donc je vais les acheter en dollars et puis je vais les vendre en je sais pas quoi. Eh ben, à ce moment-là, plus le dollar il baisse, eh ben, plus mes achats sont performants. Et puis, plus la livre chinoise augmente, et ben, plus mes ventes sont performantes. Si par contre, au niveau des taux de change, ben, c'est le contraire, ça veut dire que je vais perdre énormément de ma marge. Et quand on fait des prévisions budgétaires, il y a également l'effet, bon, le taux d'emprunt, le cours de change, il y a un certain nombre de paramètres de marché. On fait souvent des hypothèses dessus. La réalité est différente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Grâce à un outil de PM, on va dire, j'avais prévu 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Finalement, j'ai pas fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, j'ai fait 800 millions. Pourtant, j'ai vendu exactement les mêmes quantités que prévu au même prix. Ben, c'est peut-être à cause de l'écart de change. J'ai peut-être vendu à des Américains qui coûtaient plus cher, qui coûtaient moins cher.
Et le PM va nous permettre de faire toutes les analyses, c'est-à-dire explique-moi la différence entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le chiffre d'affaires réel. Est-ce que c'est au niveau des quantités? Est-ce que c'est au niveau des tarifs? Est-ce que c'est au niveau des cours de change? On va pouvoir faire tout un tas d'analyses. Et donc, vous allez me dire, bah, les analyses, c'est très simple, il suffit de passer dans la partie reporting. Alors, on n'est pas aussi fort en EPM qu'un outil BI. Je vais essayer de retrouver celui qui est sur mes anti-sèches. Voilà. Et puis, je vais aller dire, alors, on peut faire différentes analyses et on va pouvoir également utiliser le plugin Excel pour développer tout mon reporting. Ça, c'est du pur Excel. Et ensuite, le publier en mode web. Donc, j'ai une analyse du chiffre d'affaires, elle est pourrie. J'ai un CR de synthèse, il est pourri. J'ai un CR de synthèse le même, mais cette fois-ci un petit peu plus joli. C'est-à-dire qu'en utilisant toute la richesse et toutes les fonctionnalités d'Excel, eh ben, on va pouvoir avoir ces informations-là. Donc, ça, c'est de l'Excel pur. Je vais pouvoir bien sûr choisir au niveau de mes sélecteurs, eh ben, je prends que Amiens, et là, on voit qu'Amiens, il est fantastique. Voilà. Et puis, j'ai un petit peu en dessous des exemples de tableaux de bord. Donc, pour montrer tout ce que l'on peut faire, on a ici un certain nombre de sélecteurs. Voilà, je vais choisir. On a différents exemples de représentation. On a même de la représentation géographique. Voilà. L'idée, c'était pour bien vous faire prendre conscience qu'un EPM, c'est non seulement la capacité de faire de reporting et de l'analyse, et des fois des analyses qui sont un petit peu plus pointues qu'en BI seul, quand on va parler d'effet prix, d'effet tarif, d'effet change, d'effet volume, c'est également le PM, la capacité à saisir et à simuler des données, avoir l'information immédiatement. Donc, on peut tout imaginer comme hypothèse, comme simulation, et surtout, on va pouvoir tout paramétrer, tout imaginer, et c'est en termes d'analyse, de spécification, d'analyse du besoin, du métier également de nos clients, qu'on va travailler sur tous leurs indicateurs de performance, ce sur quoi ils peuvent agir pour faire varier le résultat.